Salut les maîtres zen! Dans cette vidéo, nous allons aborder une question complexe, donc attention parce que cette vidéo va être dense, je vous préviens. Je vais vous donner mes meilleures astuces en tant que professionnelle, en tant qu'éducatrice canin, pour vous aider à choisir à votre tour votre éducateur canin. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 astuces pour vous aider à trouver la bonne personne qui va vous correspondre. En effet, éducateur canin, c'est un métier qui est en vogue. Il y a de plus en plus d'éducateurs canins et c'est cool. Par contre, le problème, c'est que c'est une profession qui n'est pas protégée, contrairement à un vétérinaire par exemple. Donc, il faut apprendre à faire le tri, à filtrer, et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai fait de mon mieux pour vous donner ma vision de l'éducation canine positive et moderne et 10 astuces concrètes que vous allez vraiment pouvoir appliquer pour pouvoir les utiliser. Je suis Laetitia Gonon et j'ai monté une école d'éducation canine à Lausanne, en Suisse, dans laquelle nous accompagnons des centaines de propriétaires de chiens chaque année. Pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'aujourd'hui, on va aborder des sujets complexes tels que le respect de l'émotionnel du chien, l'impuissance acquise, le contre-conditionnement, l'immersion, etc. Et ces sujets-là, je les développerai plus en profondeur dans des vidéos futures. Petit aparté, pour faire simple, dans cette vidéo, je vais dire éducateur canin. C'est pour que ce soit plus simple, mais évidemment, là-dedans, j'englobe tout le monde, que ce soit masculin, féminin ou tout autre genre. De toute façon, ce mot éducateur canin ne me convient pas tout à fait, mais voilà, c'est pas le sujet du jour, donc on va faire un raccourci, je vais dire éducateur canin pour que vous voyez de quoi je parle. Quand vous allez choisir votre éducateur canin, eh bien, indirectement, vous allez aussi choisir une méthode. Vous allez choisir un type d'éducation canine. Vous allez choisir une manière de faire, vous allez choisir des valeurs, une éthique. Et ça, c'est indirect et des fois, on s'en rend pas compte. Et puis, actuellement, il y a beaucoup d'écoles différentes. Alors, je vais vous faire un résumé un petit peu simpliste, mais c'est pour que vous compreniez. On peut dire qu'actuellement, il y a un petit peu deux grandes écoles différentes, même si en fait c'est plus un continuum qu'une séparation, mais je veux juste simplifier les choses pour aujourd'hui. Il y a l'école dite traditionnelle ou coercitive et il y a l'école dite positive ou bienveillante. Dans la première école, dite traditionnelle ou coercitive, c'est souvent basé sur les anciens principes de dominance où en fait le chien il doit obéir. C'est comme ça. Alors, je vais faire un petit peu des généralités, mais dans ces écoles-là, en général, le chien il est vu comme un être inférieur à l'humain. C'est-à-dire que c'est l'humain qui décide, c'est l'humain qui impose et le chien doit suivre, obéir, écouter, etc. Dans les écoles plutôt positives, le chien est plutôt vu comme un membre de la famille avec lequel nous coopérons, avec lequel nous voulons avoir une communication fluide. On ne veut pas utiliser ni la peur, ni la pression, qu'elle soit physique ou verbale. Dans ce cas-là, le chien, il est plutôt égal à l'humain. Donc ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide de tout, bien sûr, sinon ça serait l'anarchie, mais ça veut dire qu'il ne vaut pas moins qu'un humain, d'accord? Il n'est pas là pour subir. Ses émotions, en fait, sont considérées comme un être à part. Néanmoins, attention, c'est pas si simple. Parce que positif, bienveillant, tout ça, c'est des étiquettes. Et puis, en fait, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que ma définition de positif, ça sera pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, même dans les écoles positives, il y a plein de professionnels qui se prennent le bec, qui sont pas d'accord sur ceci, sur cela, etc. En fait, il n'y a pas de consensus. En tout cas, pas actuellement. Ok, mais du coup, vous allez me dire, Laetitia, t'es bien gentille, mais alors maintenant, je sais pas du tout comment faire pour savoir si mon éducateur, il est vraiment en éducation positive. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire. D'abord, il faut commencer par définir l'éducation positive, parce que comme je vous ai dit, ça veut tout et rien dire. Alors, je vais vous donner ma définition. À nos yeux, une éducation positive, c'est quand, avant tout, avant toute chose, la première priorité, c'est de créer une relation de confiance entre le chien et nous. À partir de cette relation de confiance qui va vraiment être la base, le socle, on va pouvoir construire une communication symétrique. Donc symétrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infériorité entre le chien et nous. Et après ça seulement, on va pouvoir éduquer. Et ça va être du gâteau parce qu'on a déjà construit la base de la relation et de la communication. Voilà, ça c'est ma définition de l'éducation positive. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous proposer mes 10 astuces pour savoir si votre éducateur canin est aussi dans cette définition. Donc en sachant que ça n'engage que moi et que je respecte aussi tous ceux qui font différemment parce que je ne pense pas qu'il y a de vérité absolue. Et les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, je les base sur tout ce que j'ai accumulé autant en théorie qu'en pratique, jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Et donc, c'est ce qui me paraît actuellement indispensable. Mais peut-être que demain, il y a certains points que je verrai différemment parce que je suis en constante évolution, en permanence en train de me changer, d'évoluer, de prendre le feedback aussi de ce que mes élèves canins et humains m'apportent. C'est parti pour 10 astuces. La toute première astuce, j'ai choisi quelque chose qui est facile à repérer, c'est le matériel. Alors attention, il n'y a pas de matériel parfait, d'accord? Il faut adapter à chaque chien. Pour l'un, je vais dire de prendre tel harnais, alors que pour l'autre, je vais dire surtout pas ce harnais-là, on va
va en prendre un autre. Globalement, si je fais un petit peu des généralités, si vous pouvez voir des harnais, des laisses qui sont détendues, des longes, des pochettes à friandises, tout ça, c'est plutôt bon signe. Ce que je n'ai pas envie de voir, parce que pour moi, c'est pas de l'éducation positive, ça va être des sprays, des laisses très courtes qui mettent de la tension sur le chien, n'importe quoi qui puisse faire mal ou qui puisse faire peur, un collier qui étrangle, quelque chose qu'on jette, qui fasse peur au chien, qui fasse du bruit, comme des disques, des clés, des canettes, des chaînes, des bruitages, des bouteilles d'eau, tout ça, c'est pas des choses qu'on va utiliser parce que ça met de la pression sur le chien. Par contre, attention, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas l'outil qui est important, c'est la manière dont on l'utilise. Donc c'est pas parce que la personne elle a un harnais qu'elle l'utilise correctement. D'accord? Par exemple, moi j'utilise la caisse ou le parc à chiots, mais je l'utilise pas comme une punition, je l'utilise pas comme une contrainte. Ça veut dire que le chien, il est content d'y aller, il y va de lui-même, je le pousse pas, je le force pas. C'est vraiment un apprentissage, il y va parce qu'il sait qu'il est gagnant là-dedans et qu'il aime cet environnement. Donc voilà, le matériel c'est un petit indice, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes et à remettre en contexte parce que ça dépend de comment c'est utilisé. Ma deuxième astuce, c'est de regarder combien il y a de chiens dans les cours. Alors, oui, je sais, 15 chiens alignés comme ça au pied de leur propriétaire, c'est super impressionnant. Franchement, nous, on a l'air complètement ridicule avec nos 2-3 chiens là. Mais pourtant, je vais vous inviter à voir les choses autrement. Réfléchissez, 15 chiens. Comment est-ce qu'on peut respecter le besoin de chacun de ces chiens? Comment est-ce qu'on peut répondre aux questions de chacun de ses propriétaires? Comment est-ce qu'on peut tout voir de chacun de ces chiens? Moi, personnellement, je n'ai pas 10 ou 15 paires de yeux et j'ai besoin de pouvoir donner du temps d'observation, d'écoute et de conseil à chaque team maître chien. Donc, je préfère donner des cours avec beaucoup moins de chiens, on va dire 3 à 6 chiens. Mais encore une fois, c'est un exemple, parce que ça va dépendre du niveau des gens, de l'endroit où on se trouve, etc. Mais en gros, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est la qualité qui est importante et pas la quantité. En bref, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de l'individualité de chaque chien. Chaque chien est différent, ils peuvent pas avoir tous les mêmes besoins. Certains chiens auront besoin de faire des exercices plus calmes. Certains chiens auront besoin de plus de distance ou de faire un exercice moins longtemps ou plus longtemps, etc. Donc juste, quand dans un cours, on demande à tout le monde de faire la même chose, moi, je me poserai des questions. Astuce numéro 3. Est-ce qu'on vous vend une méthode unique, miracle, qui s'appliquerait à tous les chiens? Vraiment? Parce que moi, j'ai pas encore trouvé cette méthode. Pour moi, chaque chien est unique. D'ailleurs, mes formateurs me l'ont toujours dit. La seule réponse qui va pour tout le monde, c'est ça dépend. Oui, le fameux « ça dépend ». On en rigolait souvent quand on était à l'école. Par exemple, combien de temps est-ce que je dois promener mon chien par jour? Ben, ça dépend. Comment est-ce que je dois réagir quand mon chien aboie? Ben, ça dépend. Pourquoi est-ce que mon chien ne veut pas monter dans la voiture? Ben, ça dépend. En fait, une recette qui s'appliquerait à tous les chiens, ça voudrait dire que tous les chiens seraient les mêmes. Et ça serait donc ne pas considérer que chaque chien est différent, chaque humain est différent, chaque contexte est différent, et aussi que les ressources de chaque couple maître-chien sont différentes. Nous ici, chez Eduzen, nous n'avons pas de méthode unique. Alors vous allez me demander comment on fonctionne, donc je vais vous expliquer. On a une marche à suivre qui est très simple. Premièrement, on fait une analyse globale et holistique de la situation. On va récolter un maximum d'informations sur le chien, sa famille, comment est-ce qu'ils vivent, où ils vivent, leurs habitudes de vie, etc. Deuxième étape, une fois qu'on a tout ça, on va établir des hypothèses et on va les exposer aux propriétaires et leur demander si ça correspond à ce qu'ils observent aussi. Troisième étape, sur ces hypothèses, on va fixer des objectifs, encore une fois, avec les propriétaires. On va réfléchir à des objectifs et des priorités, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Quatrième étape, on va établir un plan d'action avec des protocoles. On va dire, ok, donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va changer ça, ça, ça. Et cinquième étape, nous allons mesurer les résultats pour voir comment ça se passe, comment est-ce que le plan fonctionne et l'adapter au fur et à mesure. Parce qu'au final, moi, j'ai pas la science infuse. Le chien en face de moi, c'est un individu. C'est lui qui va me dire si ce que moi j'ai pensé, ça lui convient ou pas. Alors, dans 90% des cas, je vous rassure, ma première hypothèse est la bonne. Mais ça peut m'arriver d'avoir manqué des informations. Peut-être qu'on m'a pas tout dit, peut-être que j'ai pas tout vu, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, je réadapte mon programme qui pourtant était déjà sur mesure. Encore une petite astuce, méfiez-vous si on vous vend du rêve. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut modifier le comportement des chiens. Ils ont une bonne plasticité du cerveau, ils ont de bonnes capacités d'adaptation, parfois meilleures que moi. Donc on peut utiliser des outils comme le contre-conditionnement, la désensibilisation graduelle, la modification comportementale,
comportementale. Mais on ne peut pas changer drastiquement le caractère d'un chien, on ne peut pas changer son passif et on ne peut pas changer sa génétique. Donc juste méfiez-vous si on vous dit que votre chien va passer du tout au tout. Il y a peut-être anguille sous roche. Astuce numéro 4. L'éducation positive doit se baser sur le respect de l'émotionnel. Très souvent, on confond le renforcement positif et l'éducation positive. C'est-à-dire que on s'intéresse uniquement à est-ce qu'il y a des friandises, est-ce qu'il y a de la nourriture, est-ce qu'il y a des récompenses, est-ce qu'il y a un jouet. Ouais, tout ça c'est bien, mais ça ne me dit pas s'il y a une conscience et un respect de l'émotionnel du chien. Mais ok, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi respecter l'émotionnel? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu vague. Alors je vais vous donner quelques petites choses que vous pouvez regarder pour savoir si le chien est respecté dans son émotionnel. Première chose à regarder, le chien ne doit pas être en zone rouge, il ne doit pas être en dehors de sa zone de confort, on en parle dans cette vidéo. Donc il ne doit pas être en train d'aboyer, de chercher à fuir, etc. Il ne doit pas être en impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quoi? C'est quand le chien ne réagit pas tellement c'est trop. Par exemple, un chien qui a peur des autres chiens, si on le met au milieu de 10 bulldogs ou 10 dogs allemands énormes, il va avoir tellement peur qu'il va même pas réagir, même pas aboyer. Il va se renfermer dans sa coquille et il va prier le dieu canin pour attendre que ça s'arrête. Troisième chose qu'on ne veut pas voir, quand on respecte l'émotionnel du chien, on ne veut pas voir d'immersion. L'immersion, on laisse le chien se déclencher en fait jusqu'à ce qu'il se fatigue, jusqu'à ce qu'il s'épuise, jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Par exemple, on met des chiens derrière une barrière ou on met un chien dans un groupe de chiens et on le laisse aboyer, aboyer, gueuler, gueuler jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Ça, c'est pas du tout correct. Quatrième point qu'on veut pas voir, c'est de la frustration. Quand les chiens, ils aboient, ils sautent, ils chouinent, ils mordillent, ils tirent sur la laisse, ils s'énervent, etc. Ça, c'est pas une émotion qu'on veut favoriser en éducation positive. Et puis, cinquième chose, on veut pas avoir d'étiquette. Une étiquette, c'est quand on dit « Ah, mais c'est normal, c'est un berger australien. Ah, c'est normal, il est bête, etc. » Quand on utilise le verbe « être », ça veut dire qu'on réduit le chien à être comme ça jusqu'à la fin de sa vie. En éducation positive, on utilise le behaviorisme. Ça veut dire qu'on va faire une analyse tout à fait différente. On va dire « Ton chien, il se comporte comme ça dans tel contexte et pour telle raison. » Donc ça veut dire qu'on peut changer le contexte, on peut changer la raison, on peut changer plein de choses. En résumé, au jour d'aujourd'hui, on sait que les soucis d'agressivité viennent des émotions négatives, la peur, la colère, etc. Mais on sait aussi et surtout qu'on peut aider le chien sans le mettre à nouveau dans ces émotions-là. Et même que c'est mieux de pas le remettre dans cette situation. Mais pour ça, ça demande d'avoir un éducateur qui est capable de lire le corps du chien pour voir quand il est mal à l'aise. Cinquième astuce, on n'utilise pas de chien éducateur. Selon nous, ce n'est pas de la responsabilité de nos chiens d'éduquer les autres chiens. Eux, ils ont rien demandé. Moi, ma chienne, elle s'est pas réveillée un matin en se disant « Waouh, je suis trop contente, moi j'ai envie d'être chienne d'éducateur canin pour aller éduquer les autres. » Non, c'est nous, humains, qui avons décidé de prendre des chiens. C'est à nous d'assumer cette responsabilité et d'éduquer nos chiens. Deuxièmement, c'est pas comme ça que les chiens apprennent en fait. Ils ont besoin de répéter les expériences et de généraliser les expériences. Ils apprennent pas dans un seul contexte. Ils peuvent pas guérir en une fois. Ils peuvent pas apprendre les codes canins ou apprendre à rencontrer et approcher des chiens suite à un scénario. Ça prend du temps de changer tout ça. Aucun changement se fait rapidement. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'arrêter de fumer ou quelque chose comme ça. Ça prend du temps si on veut un changement sur le long terme. Troisièmement, régler la violence par la violence, c'est pas vraiment dans notre optique. On veut utiliser la désensibilisation graduelle et le contre-conditionnement. Donc tout ça pour dire, je dis pas que le chien de l'éducateur ne doit jamais être présent, ça m'arrive aussi de prendre ma chienne de temps en temps, mais c'est pas son rôle et c'est pas à eux d'éduquer. Ils peuvent être là pour travailler à distance, etc. Mais c'est pas eux qui sont en train d'éduquer le chien. C'est à vous d'apprendre à éduquer vos chiens. C'est à vous de développer des nouvelles compétences. Le chien de l'éducateur, il va pas être dans votre poche dimanche prochain quand vous allez aller au bord du lac. Donc il faut que vous ayez les outils dans votre poche. Sixième astuce, assez similaire, l'éducateur ne doit pas éduquer votre chien à votre place. C'est la même chose en fait. C'est pas utile que votre chien écoute votre éducateur. C'est vous qui doivent écouter. Nous ici dans nos cours en Suisse, c'est très rare qu'on touche les chiens des autres. C'est même assez rare qu'on prenne la laisse, etc. Ça m'arrive de faire des démonstrations des fois. Mais si on fait des démos, c'est à deux conditions. C'est que le chien soit consentant et que le propriétaire du chien soit consentant. Donc d'abord, je regarde si le chien est à l'aise, s'il a envie d'interagir avec moi, s'il s'engage dans la démonstration. Et je demande aussi à la personne si elle est d'accord. Donc en fait, vous devez apprendre à être autonome. C'est pas un autre chien ou un autre humain qui doit faire le travail à votre place. D'ailleurs, moi je dis toujours à mes élèves, mon objectif principal, c'est que vous vous débarrassiez de moi. Après un certain nombre de cours, et ça je peux pas dire combien, parce qu'encore une fois, ça dépend, chaque cas est unique, mais après un certain nombre de cours, je veux que vous soyez autonome. On va espacer de plus en plus les cours jusqu'à ce que vous ayez pas besoin de moi. Sauf bien sûr s'il y a un problème, s'il y a une nouvelle chose qui est apparue, s'il s'est passé quelque chose, bien sûr je suis toujours disponible. Mais le but c'est que vous soyez autonome. Mon astuce numéro 7, un éducateur doit être aussi un petit peu
psychologue et coach sur les bords. Alors, je vais vous expliquer mon point de vue. C'est vrai qu'on a souvent l'image de l'éducateur canin un peu bourru, solitaire, qui aime pas les humains, etc. Mais en fait, quand on y pense, quand on est éducateur canin, on a un métier de coach, voire même presque de thérapeute, parce qu'on est là pour comprendre les chiens et pour traduire leurs besoins, leur communication, etc. à l'humain. Et on est là aussi pour comprendre l'humain et l'aider à transmettre aussi ses valeurs et son mode de vie à son chien. Donc en fait, on rentre dans la vie de nos élèves, on apprend des choses sur eux, on rentre dans leurs valeurs, dans leur système, dans leurs habitudes, on va souvent à domicile, etc. Un éducateur qui va être dans le jugement, dans le reproche, qui vous prend de haut, c'est pas optimal parce que vous n'allez pas vous sentir en confiance. Et pour moi, la relation avec mes élèves, c'est la même chose qu'avec les chiens. Ça veut dire que je veux d'abord une relation de confiance. Je construis une relation de confiance et sur ce socle de confiance, ça sera ensuite très facile d'enseigner, de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Je vous donne une anecdote. Il m'est arrivé d'avoir une élève qui m'a dit qu'elle voulait pas trop venir au cours collectif parce que avant elle faisait partie d'un club et qu'elle avait la boule au ventre quand elle allait dans les cours, tellement elle avait peur du jugement, de la comparaison, du regard des autres, etc. Du coup, elle a mis du temps avant de réussir à plus avoir la boule au ventre quand elle est venue pendant nos cours. Pour moi, un éducateur, il doit être à la fois compétent en cynologie, mais aussi en relations humaines et en communication sociale parce que nos élèves, c'est les humains. Avant tout et en priorité, c'est vraiment l'humain. Astuce numéro 8, je pense que c'est important d'avoir le feeling avec son éducateur. Parce que justement, comme j'ai dit, on est un petit peu psy sur les bords. Alors attention, je dis ça, mais bien sûr, on doit garder notre rôle d'éducateur canin et on n'est pas là pour parler d'autres choses, etc. Mais c'est important que le feeling, il passe. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi aller essayer un cours sans votre chien. J'ai une autre histoire rigolote à raconter. J'ai une élève qui a fait le premier cours avec moi et qui m'a dit écoutez, j'ai rien à remettre en question sur vos méthodes, etc. C'était très bien, mais en fait j'ai pas le feeling avec vous. Et ok, pas de problème, elle est allée voir quelqu'un d'autre et ça va très bien comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc c'est important que vous vous sentiez en confiance parce que comme je vous ai dit, l'éducateur il va avoir un grand rôle dans votre relation, votre écosystème avec votre chien et ça c'est quelque chose de très personnel. Donc voilà, et nous en tant que professionnels on doit être capable d'entendre ça et d'accepter ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Astuce numéro 9, c'est important que votre éducateur travaille en réseau. En fait, un chien, il vit dans un système avec beaucoup d'humains autour de lui. Il y a sa famille proche et directe, mais il y a aussi le voisin qui vient le promener de temps en temps, la belle-mère qui le garde le week-end. Il y a aussi plein de professionnels, les vétérinaires, les ostéopathes, les toiletteurs, les amis avec qui on va aussi promener nos chiens ensemble. Enfin, il y a plein de personnes qui rentrent en compte. Et pour moi, c'est très important de travailler en réseau avec ces personnes pour avoir une cohérence et une prise en charge globale et holistique. Par exemple, avec le vétérinaire, j'aime bien pouvoir dire tu sais, la semaine dernière, Maiko, je trouvais qu'il n'était pas dans son assiette, peut-être qu'il faudrait regarder, qu'est-ce que t'en penses? Et lui, inversement, il va me dire tu sais, la dernière fois, il a eu un peu peur de ça, peut-être qu'il faudrait que tu travailles là-dessus, etc. Et pour finir, mon astuce numéro 10, faites-vous confiance. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez critique, il faut que vous posiez des questions. Vous avez tout à fait le droit de poser autant de questions que vous voulez à un professionnel avant de vous engager. Et même une fois que vous êtes engagé, faites-vous confiance. Si vous ou votre chien vous sentez mal à l'aise, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de le dire. Vous avez même le devoir en fait de le dire et de communiquer parce que c'est vraiment très important. Et puis sachez qu'on s'en fiche du regard des autres, si vous devez partir plus vite ou quoi que ce soit, ils doivent pouvoir être capables d'entendre aussi vos émotions en fait. Parce que au final, c'est vous qui connaissez votre chien mieux que personne, n'est-ce pas? En fait, pour moi, la relation entre nous, professionnels, et nos élèves, c'est comme une équipe. Ça veut dire que nous, on a les outils, c'est notre métier, mais vous avez aussi des choses précieuses. Vous avez les informations, vous vivez avec le chien tous les jours, vous le voyez tous les jours. Donc on a vraiment besoin de travailler ensemble. Et pour ça, il faut que vous vous sentiez en confiance et il faut que vous vous écoutiez. S'il y a quoi que ce soit qui vous semble bizarre, qui vous cloche, qui vous mette mal à l'aise, écoutez-vous, c'est vraiment super important. Et allez, une dernière petite astuce bonus. Alors, je vous ai dit que le métier d'éducateur canin, c'était pas du tout reconnu, protégé, etc. Par contre, il commence à y avoir des organismes maintenant qui essayent de faire des annuaires d'éducateurs canins en positif. Donc ça veut dire qu'ils nous font passer des questionnaires, des examens, ils nous posent des questions, etc. pour voir nos méthodes, nos valeurs. Et ensuite, si on passe le test, on a le droit de faire partie de ces associations-là. Donc encore une fois, c'est pas une garantie absolue, mais voilà, ça peut permettre de faire un premier filtre. Donc ce que je ferais, c'est que je vous mettrai ces organismes en description. Comme ça, s'ils évoluent avec le temps, je pourrais mettre à jour la description dans la vidéo YouTube. Donc voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, c'est pas une mince affaire de choisir
son éducateur canin, mais en même temps c'est important de prendre le temps parce que c'est quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans la relation avec votre chien. C'est un métier qui est à la fois nouveau et qui se développe très très vite, ce qui est une super nouvelle. Moi je suis super contente d'avoir de plus en plus de collègues. Je suis contente parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chiens qui vont pouvoir être écoutés, de plus en plus de relations entre des chiens et des propriétaires qui vont pouvoir être construites et améliorées. C'est une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui sont sensibles à l'éducation positive et qui ont envie d'apprendre. D'ailleurs, je vois bien le changement de mentalité ces dernières années. J'ai des gens qui m'appellent et qui me disent bah voilà, moi j'ai pas de problème, mais j'ai juste envie d'être accompagnée par un professionnel parce que j'ai bien conscience que je ne parle pas chien. Moi je trouve ça génial d'avoir cette modestie-là. Bravo à tous les propriétaires et tous les professionnels qui participent à ce changement de mentalité. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous pourrez vous aussi trouver le professionnel qui vous correspond. Et puis si je peux vous rajouter encore un conseil, si ça se passe mal avec un éducateur, essayez de pas faire de généralité. On est tous différents, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, vous arrêtez pas au premier parce que ça serait dommage de pas donner une chance aux autres jusqu'à ce que vous trouviez en fait la bonne personne. Des fois on tombe pas sur la bonne personne au premier coup, c'est comme ça et il faut pas abandonner pour autant. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse aventure dans la relation avec votre chien, mais aussi dans la relation avec votre éducateur, parce que je trouve que c'est une relation qui est quand même assez unique. En tout cas, de mon côté, j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. C'est vraiment des personnes qui comptent pour moi et qui comptent dans ma vie. Donc voilà, je suis sûre que c'est le cas de mes collègues aussi. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ce métier et à échanger et transmettre notre passion avec vous. Donc je vous remercie de tout mon cœur pour votre confiance.